Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami Ker. Comment tu vas, mon cher Ker? Est-ce que tu as apprécié ce nouvel épisode, cet épisode 6 de House of the Dragon, une série spin-off dont on n'attendait peut-être pas le niveau qu'elle a, mais j'ai envie de dire, Ker, donne-nous ton avis. Eh ben, bonjour à tous, et déjà mon cher Greg, moi j'en attendais le niveau qu'elle a, et je l'avais dit, donc l'histoire le retiendra. Épisode 6, comme tu l'as dit, The Princess and the Queen, épisode marquant dans House of the Dragon, on va en parler longuement, réalisé par Miguel Sapochnik, le monsieur derrière la bataille des bâtards, la bataille de Winterfell, et la bataille navale que vous faites à Noël avec vos proches. Miguel Sapochnik, qui, on le rappelle, va quitter la saison 2, alors qu'il est co-showrunner de la série actuellement, pour des raisons qu'on ignore pour l'instant. Est-ce qu'il reviendra plus tard dans God? Est-ce qu'il fait une pause? En tout cas, il manquera dans la saison 2. Et pourquoi est-ce que c'est un épisode majeur? Il a donné Parce qu'il y plusieurs a un raisons bond dans le déjà temps. aujourd'hui. De quoi? Je dis, il a donné plusieurs raisons, mais j'en parlerai tout à l'heure dans la vidéo en partie Ah, sur mon ben avis. voilà. Mais moi, j'avais pas j'ai pas le snap de Miguel. Et du coup, il m'a pas autant dit de trucs que toi, quoi. Nous, on s'envoie plutôt des fax et c'est le temps que l'info arrive. Enfin bref, pourquoi est-ce que c'est un épisode majeur? Parce qu'il y a un bond dans le temps de 10 ans et du coup, on a dit au revoir aux actrices qui incarnaient Rhaenyra et, bien évidemment, j'oublie le nom de la deuxième, Alicent Hightower. Et donc, on a des nouvelles actrices. Alors, beaucoup étaient inquiets. Alors, inquiets non, parce que les nouvelles actrices sont des poids lourds, mais là où je pense la série, où les producteurs et tout le monde ne s'attendaient pas à une telle adhésion du public aux deux jeunes actrices qui incarnaient Alicent et Rhaenyra, et c'est vrai qu'elles manquaient, et il faut le temps de s'habituer à ce nouveau casting. Il y a également eu un changement dans le nom, alors j'ai oublié son nom, je suis désolé, Laenor, le compagnon de Rhaenyra. Euh, voilà, globalement, c'est ça les changements de casting. Viserys a pris un gros coup de vieux. Et on est donc, l'intrigue avance. Alors, ceux qui ont lu le bouquin dans les commentaires nous ont répété en long, en large et en travers que c'était normal qu'il y ait des sauts dans le temps et que les choses avancent. Soit, ils mettent en place des nouveaux personnages qui vont être majeurs comme Larys Strong, que je peux pas blairer. Voilà, alors, le début d'épisode où en fait, j'ai été un peu partagé. Olivia Cooke, qui joue Alicent Hightower, est une actrice que j'adore, que j'ai adorée dans Ready Player One, que j'ai vu dans d'autres films, et qui m'a toujours plu. Emma Darcy était très bien dans Truth Seekers, mais sur les photos promo que j'avais vues de House of the Dragon, je m'attendais à un personnage euh, plus sombre, et il y avait dans la version jeune de Rhaenyra tellement de... Elle était tellement rayonnante que il y avait pour moi une... Ça allait pas, ça allait pas. Et en fait, c'est plutôt l'inverse qui s'est produit. Je trouve que Emma Darcy en Rhaenyra est excellente et ça marche tout de suite. La scène d'accouchement est très très réussie. Alicent Hightower, jouée par Olivia Cooke, j'ai eu un peu plus de mal, mais finalement on s'y fait. Et bah voilà, en fait, il faut que quelques minutes à la série pour nous convaincre. Mais c'est vrai que moi j'ai eu l'impression, et c'est ce que je disais sur Twitter, de vraiment voir une nouvelle, presque de voir une nouvelle série avec ce changement de casting, ce changement de ton aussi. Je trouve que l'épisode est plus sombre que les précédents. Et c'est un épisode aussi qui développe des éléments qui sont très expédiés volontairement. Parce que je pense qu'il y a une volonté pour nous de nous mettre face à la brutalité de certains événements. La mort de, bien évidemment, j'ai oublié son nom, bien évidemment, j'ai pas ouvert la bonne page, de Lady Laena, par exemple, brûlée par son dragon, est une image marquante. La mort du vrai père des enfants de Rhaenyra étonne aussi, l'incendie d'Arenal. Euh, voilà, et puis, alors moi j'avoue, alors je vais me faire, les gens vont vouloir me juger sur la place publique, mais le matin, je le mate en VF. Et j'aime bien le fait qu'il y ait un enfant qui s'appelle Jacques. Bah, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Un bon Jacques Vélarion. Donc voilà. Mais sinon, voilà, un épisode qui, moi, m'a beaucoup plu, qui est très,
très dynamique, il se passe plein de choses, il y a plein de nouveaux personnages. Parmi les nouveaux personnages qui fait que c'est un peu une nouvelle série, il y a Egon euh, bah, qui pour l'instant ne me plaît pas trop. Certains y verront un nouveau Geoffrey. J'ai beaucoup aimé le tweet de Medjay, ami ô combien et membre de la team Cult and Click, qui a, tu sais, pris le héros de Stranger Things et qui lui a colorié les cheveux en blond. Parce que c'est vrai qu'il ressemble au héros de Stranger Things et tu lui fais les cheveux blonds. C'est très drôle. Mais voilà, après, j'aurais d'autres choses à dire dans l'analyse plus détaillée. Mais globalement, ça reste un excellent épisode de GOT. C'est toujours un énorme plaisir de se lever tôt le lundi matin pour regarder ça et de passer la journée avec le sourire parce on a eu du GOT comme avant. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Ça avance bien. Voilà. Et toi, mon cher Greg? Eh bien moi, mon cher Kerr, j'ai particulièrement apprécié cet épisode. D'une manière générale, je suis en train de me sur-hyper sur cette nouvelle série, ce spin-off. J'étais très déçu de la saison 8 et là, au final, épisode après épisode, il y a une vraie construction des personnages. La force de Game of Thrones, c'était de voir quelqu'un qui était au fin fond d'une scène dont on se foutait complètement et qui au final devient un personnage de plus en plus important. Et là, on a exactement la même chose. Enfin, c'est vraiment une très très grosse force de la série. D'une manière générale, il y a, déjà juste de quelle manière l'épisode a commencé. C'est-à-dire que l'épisode a commencé sur un long plan séquence. Si vous ne l'avez pas remarqué, moi je ne l'ai pas remarqué au premier visionnage, c'est le premier plan, donc celui où Rhaenyra accouche, et jusqu'au moment où elle va voir la reine, c'est un plan séquence. Alors vous allez me dire, en fait on peut se poser la question de qu'est-ce que ça va apporter ce plan séquence. Et bien comme le personnage de Rhaenyra est en train de vivre quelque chose qui est complètement pas naturel, pour être plus précis, donc il y a cette tension, on se demande même si c'est si elle va si elle va pas tomber parce que c'est quand même un peu incroyable qu'une femme accouche et d'un seul coup va à une cour royale dès qu'elle se lève. Et en fait, cette tension qu'on sent dans la scène, qui est anormale, parce que bon, je trouve que vraiment, en regardant l'épisode, il y avait vraiment une espèce de tension que je comprenais pas. Je me suis dit, mais vraiment, le jeu des acteurs et tout, mais c'est le jeu des acteurs, mais c'est aussi le fait qu'ils ont pris le temps de faire un plan séquence de toute cette scène, de l'endroit où elle accouche aux appartements de la reine. Parce qu'un plan séquence, c'est aussi c'est pas que un fait, c'est pas quelque chose qu'on fait que pour en mettre plein la vue, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut mettre car donc ce n'est pas naturel, ça met une tension. On a l'impression que comme notre œil est habitué à changer de plan toutes les 20-30 secondes habituellement, le fait de ne pas le faire, ça crée une sensation d'attente. On se dit mais pourquoi est-ce que ça coupe pas, pourquoi ça coupe pas, pourquoi ça coupe pas, et donc non seulement ça montre qu'il y a un vrai soin de l'équipe, de notamment Sapochnik, sur la réalisation, mais également ça montre aussi que les décors, la force de décors qui ont été construits en dur, ça leur a permis, parce que c'est aussi pour ça qu'ils ont pu faire le plan séquence, c'est d'avoir construit comme ça le palais, leur permet d'avoir ce genre de plan où ils se baladent d'un plan à un autre. Donc bref, vraiment premier début d'épisode, j'ai vraiment trouvé ça super réussi. Le saut dans le temps, c'est un malaise. C'est un malaise d'avoir des actrices qu'on aimait bien, des dynamiques comme ça intéressantes qui vont être cassées. Et j'ai envie de dire, en fait, justement, j'ai écouté Sapochnik sur le sujet et il expliquait que c'est un sparadrap. C'est une série qui est sur vraiment une très longue période, c'est une saga familiale. Et donc, on est obligé de faire des sauts dans le temps, recaster. Et ils expliquaient qu'ils avaient eu le sentiment que cet épisode 6 était un peu comme un nouveau pilote parce que c'était un redémarrage et de tenter des nouvelles choses pour beaucoup d'éléments dans la série. Et qu'à un moment, faut juste se dire c'est désagréable d'avoir des acteurs auxquels on s'attache disparaître. On va jusqu'au bout du truc et juste on rentre dans les personnages. Et en fait, l'intrigue étant tellement prenante, la réalisation tellement bien faite, les enjeux tellement clairs
que du coup, j'ai envie de dire, c'est pas si grave. Je me rends compte que je suis plus attaché aux personnages qu'aux acteurs qui jouent les personnages. Et ça, encore une fois, c'est une marque de la force de la série et d'une très grande force de création, d'empathie en tout cas envers ces personnages, qu'elles soient positives ou des personnages qui sont plutôt négatifs. Et puis d'une manière générale, non seulement c'est un épisode qui reboot un petit peu les acteurs, mais qui introduit beaucoup de nouveaux personnages. C'est-à-dire que là, on a d'un seul coup 5 nouveaux enfants, donc qui vont forcément, puisqu'on est dans une saga sur les Targaryens, donc ces enfants, on va les voir, je suppose, grandir, leur succession va être une question. Et là, d'un seul coup, en fait, avant épisode 6, on avait deux générations, Viserys, Rhaenyra et ceux qui allaient avec chacune de ces générations. Et là, maintenant, on a les descendants. Donc, on a vraiment les 3 générations de Targaryens qui sont à l'image, avec des enjeux différents pour chacun. Et on se rend compte à quel point, ce qui est marrant, c'est de montrer que les enfants, entre eux, ils sont pas forcément... Aegon a l'air d'être quand même sacrément timbré, mais le truc, c'est que d'une manière générale, les enfants ont l'air d'avoir des activités d'enfants, d'avoir envie de s'amuser entre cousins de même statut. Et en fait, la mécanique, la grande roue de Westeros, comme disait Daenerys, ne leur laisse aucune chance à la moindre amitié. C'est-à-dire que entre la mère, entre la reine qui va dire à Aegon, ils vont te tuer, c'est horrible, entre Cole qui leur dit entretuez-vous, c'est impossible qu'ils créent le moindre lien familial qu'espèrent qu'ils aient Viserys en disant oh, c'est dans ces moments. C'est vraiment il est devenu le vieux papy au coin du feu. Ah, c'est dans ces moments où on s'aime quand on est jeune. Et pendant ce temps-là, en fait, on leur demande entretuez-vous. Et forcément que ça ne peut qu'amener une séparation et une création de ces deux clans. Donc ça, c'est assez intéressant. Un autre point que je retiendrai, encore une fois, sur le personnage de Rhaenyra, c'est elle était complètement... elle avait un petit peu du jeune premier, c'est-à-dire elle était là, elle avait des valeurs, elle voulait être une chevaucheuse de dragon, et puis d'un seul coup, quand un peu ramené à la réalité, l'épisode précédent, elle doit mentir parce que elle aussi est pas parfaite, elle a des pulsions, des trucs comme ça, et au final de tous ces compromis, là on voit un personnage qui est complètement bloqué, piégé dans la cour, qui a des ennemis, écoute des messes basses, etc. Et je trouve que c'est intéressant comme dynamique de voir que à la fin de l'épisode, on a une Rhaenyra qui a envie de partir de la cour pour retourner à Père-Dragon. Là où on voit que ce qui va se passer, alors on analysera le trailer et on fera des théories sur le trailer après, mais là où Daemon, lui de son côté, risque d'être ramené du côté de Westeros, et on voit que la perte des êtres chers risque de re-ramener en fait de tous ces différents pans de la famille au même endroit. Ensuite, pour ce qui est de Daemon, justement, encore une fois, c'est incroyable cette force du casting et de la réalisation. La femme de Daemon, Lena, Kerr, j'ai un doute. Lena, ouais. Ouais, c'est ça. Et actrice qui, du coup, fait un épisode et qui est impeccable. C'est-à-dire qu'elle est vraiment impeccable. Elle arrive, etc. Moi, je me dis pas, c'est un nouveau personnage qui a du charisme. Elle est sur son dragon, le plus grand dragon de Westeros. À ce moment-là, moi, je suis persuadé qu'on nous introduit un personnage avec qui on va faire 3 saisons. Elle tient même pas l'épisode. C'est quand même, ils ont pas perdu la main sur le côté rest in peace, comme on dit. Mais donc vraiment, encore une fois, ils sont pas allés chercher une figurante en se disant bon, voilà. C'est un épisode et c'est tout. Je trouve que vraiment, elle a une vraie relation. Ils ont une vraie relation intime avec Daemon. Et j'écoutais un petit peu l'équipe technique qui parlait du tournage de l'épisode. Ils expliquaient qu'ils avaient voulu vraiment que cette partie avec Daemon, quand ils sont ensemble,
soit tourné comme un court-métrage, vraiment une petite histoire familiale d'une famille qui est partie un petit peu trop loin et trop longtemps de chez eux. Et c'est vraiment ça en quelques scènes, en montrant que Daemon s'occupe plus de sa fille qui a un dragon que celle qui n'en a pas, qu'il apprend à parler valérien à l'une et pas à l'autre. Enfin, tout de suite, en quelques instants, on a l'impression d'avoir rattrapé les 10 années perdues dans ce laps de temps. Et pourtant, si on vous pose la question, je pense que, enfin, en tout cas, si on me pose la question, je trouve que l'épisode est extrêmement bien rythmé, alors qu'il y a tous ces petits moments qui sont quand même donnés aux personnages pour qu'ils puissent vivre, pour qu'on puisse avoir du corps en fait à Daemon, et que ce soit pas juste une question de hop, il est téléporté à un endroit pour aller découper du mangeur de crabes ou du videur de crabes, j'ai déjà oublié. Et donc vraiment un épisode, et d'une manière générale, là je suis en train un peu de parler de la série, vraiment une série qui a un rythme qui est proche du parfait. C'est pas parfait, ce serait très très compliqué pour une série d'être parfaite, mais vraiment une série qui, la réalisation, encore une fois, impeccable, décor impeccable, le casting, quand ils disent qu'ils ont eu l'impression de tourner un nouveau pilote, bah, c'est le cas. Ils ont ramené un nombre de nouveaux acteurs ils ont doublé le nombre d'acteurs présents et importants à l'image. Enfin, c'est quand même énorme le tournant et les risques que cette série prend, et elle les réussit. Et je parlerai après du départ de Sapochnik parce que je trouve qu'il y a pas mal à dire sur ce genre de pari. Et qu'est-ce que t'en penses là? Parce que du coup, je veux pas faire un monologue. Qu'est-ce que t'en penses, K? Bah, je suis d'accord avec toi. Après, alors l'arc sur Daemon, je trouve, sort un peu de nulle part, mais pas inintéressant. Le fait qu'il soit exilé à Pentos, qu'il a l'air quand même de vivre une vie de famille, c'est étonnant parce que ce mariage, bah, moi je l'avais pas forcément vu venir. Enfin, il me semble pas qu'il était évoqué précédemment. D'ailleurs, c'est quand Daemon est à Pentos qu'on a une évocation de Dorne et des Martels qui vont avoir un rôle, à mon avis, important. Mais tu as tout dit, ça marche très bien avec sa compagne, avec les enfants. La scène où elle se sacrifie, sa relation avec le dragon Vagar est très, très réussie. Je trouve que le dragon est très réussi, on le reverra d'ailleurs. C'est un dragon qui est très différent des autres d'ailleurs. Et je trouve qu'ils travaillent très bien les dragons parce qu'ils sont tous différents dans cette saison. Ce qui était un peu moins le cas avec les trois de Dany. Après, on peut penser que c'était des jumeaux de coloris différents. Enfin, tu vois, comme quand tu as des Adidas rouges, bleus et verts, tu vois. Bon, ça fonctionne peut-être un peu de la même manière. Sur le début de l'épisode, alors le plan séquence, bah, tu vois, moi je l'avais pas remarqué. Mais bon, j'ai regardé Athéna et j'avais même pas grillé que c'était un plan séquence au début du film, c'est vous dire. D'ailleurs, je l'ai revu depuis tellement il est impressionnant. Mais je reverrai du coup ce plan séquence aussi. Moi, j'ai été marqué par la cruauté d'Alicent de demander tout de suite à avoir l'enfant. Pourquoi? Est-ce que c'est un caprice, hein? C'est pour le montrer au roi, mais c'est aussi pour montrer que potentiellement elle peut prendre l'enfant et le tuer immédiatement. D'autant plus qu'elle parle après à Viserys pour lui dire que la naissance de trois enfants du côté de Rhaenyra, et en plus trois enfants qui sont pas vraiment les enfants bah, légitimes, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un danger pour la couronne. Un autre truc que j'ai beaucoup aimé, c'est voir Fausse Dragon en activité. On le voyait dans Goth, mais en vestige. Là, on le voit avec les dragons, c'est quand même extrêmement chouette, surtout que le plan vu de dessus est magnifique. Donc ça, c'est très cool. Il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est Aegon qui se masturbe à la fenêtre, parce qu'il y a deux clins d'œil. Il y a un clin d'œil à Tommen, parce que c'est la même fenêtre où Tommen ne se masturbe pas, mais se suicide. Et l'autre clin d'œil, moi j'ai vu un clin d'œil de la Warner, ou en tout cas de HBO Max, à Amazon. Parce que rappelez-vous que dans The Boys, Homelander se masturbe en haut de l'Empire State Building, si je dis pas de bêtises. Or, c'était une scène qui avait été tournée dans la saison 1 et qu'Amazon a retirée de la saison 1 parce qu'elle n'a pas eu le courage de la mettre dans la saison 1. Et ils l'ont mis dans la saison 2 parce qu'ils se sont dit, bon, maintenant que l'info a fuité, autant aller jusqu'au bout des choses. Et là, en fait, c'est un clin d'œil pour moi de HBO qui dit, nous on le fait, on n'a pas peur.
Nous, voilà, on le fait. Donc, j'ai trouvé ça cocasse. Sur le personnage de Cole, je trouve que il y a un truc qui m'embête avec le personnage de Cole et de son altercation avec, j'ai oublié son nom, je vais vous retrouver tout de suite. Le pauvre, on n'aura pas eu le temps de le retenir. Bon, bah voilà, il a disparu dans la liste de tous les noms. De Arwin, le père des enfants de Rhaenyra, qui lui met une raclée, donc comme il avait mis une raclée dans l'épisode précédent au, au compagnon de Lénore. Euh, alors oui, on se dit, bon, Cole prend sa branlée, c'est bien, il y a une vengeance, bon, bref. Mais les conséquences, c'est pas du tout pareil, quoi. Il fait exprès. Arwin, oui, oui, je pense qu'il fait exprès, bien évidemment. Mais il se prend quand même des coups de poing dans la même... C'est la même position que ce qu'il y avait eu dans l'épisode précédent. Mais par contre, euh, Cole, lui, peinard, on le retrouve 10 ans après, il a massacré un pauvre gars en plein milieu d'un mariage, alors que c'est juste un garde. Il est protégé par Alicent, il n'y a pas de problème, il a un rôle majeur. Et Arwin, lui, il dégage. Il dégage, il perd tout, on l'envoie dans son château, on brûle Arenal, en veux-tu, en voilà. Bon, il y a 2 poids, 2 mesures. Mais bon, je comprends. D'un point de vue scénaristique, Tu il y a un condamnes. truc que je regrettais, Explique, c'était et il le faut fait quand même expliquer. Tu condamnes la violence, mais tu comprends l'épisode. Que je vous comprends comprenez d'un point de bien. vue scénaristique. Non, non, mais c'était Mais facile la violence, tu condamnes. Tu ne Non, non, ferais mais jamais bien ça. évidemment. Non, mais bien Et évidemment. ne faites Il y a un jamais autre ça à la truc maison. aussi que je voulais dire, c'est que jusqu'à présent, je n'avais pas eu cette petite punchline dans House of the Dragon, comme on en avait eu dans GOT avec Cersei qui dit le pouvoir, c'est le pouvoir. La réplique de Littlefinger sur les Stark. Genre, je l'ai plus en tête, mais où il critique les Stark. Enfin, il y avait des répliques, tu sais. Moi, quand je revoyais GOT, je notais les répliques qui me plaisaient, qui me marquaient. Et j'en avais pas eu dans House of the Dragon. Et là, ça y est, j'en ai eu une avec Alicent qui dit comme le renard est aimable quand il est cerné par les chiens. J'ai trouvé cette réplique ouais, marquante. Il y a un autre truc que je trouve intéressant, c'est C'est quelque qu'Alicent chose a que tu vas dire à tes vraiment... collègues. Non, pas du tout. Non, pas du Le tout. renard est agréable quand il est cerné par les chiens. Oui, c'est pas facile à placer tous les jours. Le truc d'Alicent, Alors, c'est peut-être un que... challenge. On se retrouve dans la vidéo de la semaine prochaine et vous nous dites dans les commentaires, pas de aujourd'hui, de la semaine prochaine, combien de fois vous avez réussi à le caser à vos collègues Ouais, sans perdre votre Alicent a travail. vraiment changé de J'insiste, si vous perdez position votre parce travail, que c'est perdu. on pensait que le fait que Otto ne soit plus là allait l'affaiblir, mais pas du tout. Au contraire, Rhaenyra, qui est quand même son ancienne amie, qui est quand même la princesse, héritière du trône, lui fait une proposition pour adoucir les choses, elle la balaye d'un revers de main. Elle a très clairement pris le dessus sur le roi. Il y a des passages dans l'épisode où je la trouve détestable. Il y a un truc que je dois quand même souligner sur Alicent et le changement d'actrice, c'est qu'en fait tu vois le même personnage. Et là pour le coup je trouve que les 2 actrices, il y a une transition tout en douceur entre les deux qui est vraiment vraiment réussie. Je trouve que dans cet épisode, il y a un truc aussi qui m'a marqué beaucoup plus que dans les précédents. Il y a beaucoup de personnages antipathiques, et notamment Larys, avec ses histoires de langue coupée, etc. Je reviens sur le fait que pour moi, il est très en dessous du charisme de Varys de Goth Non, mais ou oublie de pas que Littlefinger. quand on avait vu Varys, Littlefinger, etc. C'était au début, c'était des personnes qui étaient au fin fond des épisodes. Ah, je pense que tu Là, as oublié dans les tout premiers épisodes la scène où Littlefinger et Varys sont devant le trône et ils discutent. Cette scène-là, elle est énorme et c'est au début de la série, hein. oui, mais à ce moment-là, on se dit pas, ça va être les personnages que ça va être. On se dit pas, Non, mais Varys, il va Littlefinger être avec Daenerys aux portes Ouais, d'accord, mais de l'épisode Littlefinger, 8, de la saison 8. cet échange avec Cersei est quand même marquant. Enfin, c'est Oui, mais laisse le très temps aux vite. choses. Larys, Oui, il nous a oui, fait oui. coucou dans Mais l'épisode précédent, et là, paf, déjà je- épisode 2, il nous fout un château en feu.
Non, mais d'accord, mais peu importe. Mais je trouve que ça très cliché. Et le château, je trouve que c'est très facile. Enfin bref. Alors, on Et rappelle, voilà. Kerr condamne la violence et le feu dans les châteaux, c'est pas facile et c'est aussi Non, mais c'est condamnable, très facile d'un point de vue répréhensible scénaristique. par la loi. C'est très Je suis facile obligé d'un de faire point de les vue sous-textes, Kerr, scénaristique. parce que là, c'est pas très clair moralement ton discours. Oui, 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 bien sûr. Non, non, mais voilà. Et puis, c'est vrai que dans les enfants, je trouve que on a des personnages qui, pour l'instant, sont plus d'un point de vue, tu vois, au niveau Tommen enfant ou le fils Stark, là, j'ai oublié le nom, hein, celui qui doit éviter les flèches puis qui n'y arrive pas tellement. Rickon. Là, à part, c'est vrai, Aegon qui est insupportable et qui est peut-être dans la droite lignée d'un Joffrey et encore. Il en est très loin, hein. Mais dans l'ajout des nouveaux personnages, je suis quand même perplexe. Tu vois, par exemple, le personnage de Cole n'est pas un personnage qui, dans la série, a le charisme des autres, quoi. Et je reste étonné sur le fait qu'on voit si peu Corlys Velaryon et sa femme. Euh, bon, et puis la série amène trop, je trouve, d'enfants, de nouveaux personnages, et on n'arrive pas vraiment à savoir qui ils sont. Mais voilà. C'est parce que Par tu te contre, fais un vieux. truc. De quoi? Ah oui, oui, par l'ajout de personnages, et oui, bah, j'ai pas le temps de retenir les noms. Oui, ok, soit. Mais pareil, je trouve que l'accouchement, la scène de l'accouchement de Lena et le fait qu'elle se sacrifie est une scène terrible. Et Daemon ne prend pas la même décision que son père, non, que son frère, pardon. Concernant l'accouchement, on le sent qu'il était beaucoup plus tiraillé et que c'est Lena qui fait ce choix. Et vraiment, cette scène est, est vraiment très réussie, je trouve. C'est une scène très forte. Il y a des scènes très fortes dans cet épisode déjà. Et c'est vrai que le plan séquence, alors maintenant que tu en parles, moi, c'est pas le plan séquence qui m'a marqué, c'est quand elle s'en va de la pièce de la reine et que tu vois toute la traînée de sang. Et que tu te dis, ouais, elle a quand même fait un truc de dingue sur un simple caprice de la reine. Et c'est là où tu sens qu'il y a une tension qui est folle parce que je pense que, bon, je suis pas spécialiste, je suis pas sage-femme, mais je pense que se déplacer alors que tu es encore en sang, etc., pour traverser un château Tu condamnes. où t'as même pas mis tes chaussons, juste après avoir accouché, ça peut mettre en danger la vie de la maman. Et la maman, c'est l'héritière du trône. Donc ça n'est pas anodin. Donc voilà. Tu veux rajouter des trucs? Ou- Oui, tu veux nous parler de Miguel? Ah Ouais, 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 avant que ouais, tu ouais, je parles de voulais y rajouter Miguel, des trucs non, non, vitesse. avant Miguel, permets-moi quand même de dire un dernier truc. C'est que je trouve que dans House of the Dragon, tous les personnages Targaryens savent dire Dracarys comme personne. Ça a un style de ouf. Et quand on revoit Goth avec Daenerys qui nous dit Dracarys, vas-y, Drogon, fais du Dracarys. Eh ben, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Là, même le gosse de 6 ans, il nous fait un Dracarys qui est incroyable. Euh, et Rhaenyra, dans l'épisode 1, si je dis pas de bêtises, oui, dans l'épisode 1, avait fait déjà un Dracarys qui m'avait marqué. À toi, mon cher Greg, parle-nous de Miguel. Déjà, la différence, c'est peut-être que tu l'écoutais en VF et que maintenant tu l'es en VO sous-titré, mais je sais pas, parce que l'accent Picard, non, dans la version anglaise, on ne l'a pas. Et le truc que je voulais rajouter, c'était sur Alicent, donc la reine, et Cole. Ce qui est marrant, c'est que c'est le club des ex. On a vraiment la sensation, c'est les cœurs déchus. Tu sais, c'est ceux qui étaient tristes de ne plus être, enfin de ne pas être avec Rhaenyra. Alicent, on le rappelle, hein, les actrices ont dit qu'elles avaient effectivement joué sur une relation un peu coquine et tout entre elles. Elles essayaient de jouer un petit peu. Bon, Cole, il n'y a pas de doute. Et donc en fait, c'est moi, le seul truc peut-être que je reproche un peu à l'épisode, c'est Alicent mais enfin remettant c'est pas enfin pourquoi tant de colère, pourquoi tant de haine? Alors vous allez me dire c'est parce que ces enfants sont en danger. Bon, certes, c'est un argument compréhensible, mais elle est juste en train de vouloir mettre son nez chez tout le monde
on a l'impression qu'elle est prête pour que le grand moineau la récupère dans sa secte. Il faut que tout soit plus propre plus blanc que le blanc des blancs moineaux. Et alors, Cole, c'est quand même pas mal. C'est-à-dire que lui, bon, il s'est pas fait attaquer, il s'est pas fait violer, il était consentant. C'est juste qu'elle veut pas se marier avec lui. Bon bah, remettant quand même. J'ai envie de dire. Enfin bref, bon. Et donc, en gros, le truc, c'est que c'est vraiment. Sur Cole et Allison, si tu permets, j'aimerais quand même rajouter un truc pertinent. C'est que en tant que garde du corps, il est tout le temps derrière lui. Et je trouve qu'il a Cole trop, quoi. À toi. Je pensais que tu allais dire un truc en rapport avec le fait que dans ta vie professionnelle, tu étais garde du corps et que tu allais me dire, bah non, mais en fait, il n'a pas les bonnes distances de sécurité et tout. Parce qu'on vous le rappelle, Non. Kerd Et garde du corps. est videur dans un supermarché. Et Je suis bodyguard. t'as la banane, tu rentres pas. Donc des personnages, des personnages qui m'ont fait sourire. Et encore une fois, on parlait de personnages qui font Mais pas long tu feu. sais, Rhaenyra lui Arwen. colle à la peau, hein, tout simplement. Pardon ? Mais Rhaenyra lui colle à la peau, c'est pour ça qu'il s'en remet pas. Ok. Et Arwen, donc l'amant de Rhaenyra, capitaine de la garde de la ville, c'est pareil. Hein. Les acteurs, quand ils signent Game of Thrones, en fait, ils doivent, tu sais, être managés par un psy en disant non mais attention, hein, c'est pas parce que vous avez signé que vous faites la fin de l'épisode. Et enfin bref, tu sais, il est vraiment introduit comme un personnage important. Bah, il est vite réglé son cas. Enfin bref, et oui, donc juste c'était une petite réflexion parce que je trouvais intéressant ce qu'avait dit Sapochnik dans un podcast récemment. En fait, il y a une question qui était vous quittez la série sur la fin de la saison 1, vous ne serez pas sur la saison 2. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Et il a fait une réponse qui était mi-réponse politique, mi-réponse personnelle, et j'ai trouvé ça intéressant. Il expliquait que, en fait, depuis qu'il avait dit qu'il avait récupéré le job, qu'il s'occupait, donc il était co-showrunner de House of the Dragon, il avait énormément, mais vraiment dans des quantités incroyables, des personnes qui soit l'insultaient, soit l'encensaient, mais que tout le monde en fait lui disait ah mais tu sais moi Game of Thrones, etc. Et en fait il s'est rendu compte, alors il découvre pas Game of Thrones, on rappelle qu'il a été réalisateur primé sur plusieurs épisodes, notamment la bataille des bâtards, et que sur la dernière saison il avait récupéré un rôle un peu plus important, parfois réalisateur et parfois à la production. Et en gros le truc c'est que il dit que vraiment cette licence a un poids pour les gens et donc forcément sur les gens qui travaillent qui est très forte, et du coup de se dire que il aurait pu merder, qu'il aurait pu avoir sa carrière potentiellement broyée sur une mauvaise suite d'épisodes. C'est un fan. Donc en gros, je résume et traduis en trahissant peut-être un petit peu son propos, mais j'ai l'impression que ce qu'il expliquait, c'est que le fandom de Game of Thrones est tellement viscéral, tellement à prendre tout très vite, très fort, que du coup, il était content d'avoir relevé le challenge, d'avoir fait cette saison, d'avoir passé quelques années, et l'année dernière particulièrement sur la série, mais qu'il préférait avancer sur d'autres choses. Et c'est vrai que les licences comme Star Wars, comme Game of Thrones, alors nous, quand on regarde en fait épisode par épisode, David et Dan, David et Benioff, qui étaient donc les showrunners de House of the Dragon, ont fait 7 saisons exceptionnelles. La 8 est de médiocre, nul ou pas trop mal, comme suivant le spectre où vous vous placez. Et le truc, c'est que... On n'a pas le droit de dire que la saison 8 de GOT est médiocre quand on regarde actuellement She-Hulk. Je pense que ça permet quand même de relativiser beaucoup de choses dans la vie. Oui, mais parce que tu compares à ce qui est comparable. Tu compares GOT à GOT, déjà, avant même de comparer à She-Hulk. Mais bref, et donc en fait, c'est pas ce débat que je veux relancer. Mais en gros, le truc, c'est que sur 8 saisons, ils en font 7 super. La 8e est nulle. D'un seul coup, ils ne font plus rien.
Ils ont des discussions avec Netflix, ils ont des discussions avec Disney sur Star Wars, etc. Tout est kill. Tout est tué sur une mauvaise saison. Alors oui, on a été déçus, Pas mais leur Netflix, carrière attention. est tuée. Non, leurs projets sur Netflix sont en cours de développement. T'en as C'est vrai entendu qu'on en parler entend moins parler. depuis les 5 dernières années hein. On en entend moins parler. Mais tu sais, Ryan Johnson, il l'a dit dans un podcast que j'ai écouté, a mis énormément de temps à se remettre de tes vannes sur la critique de Star Wars 8. Il a dit Big B, kill my life. Et il l'a dit comme ça. Mais après, voilà. Moi, Sapochnik, je pense que pour un mec qui a réalisé la bataille des bâtards, la bataille de Winterfell, pour moi, je pense que, à mes yeux, God, c'était un peu comme son fils sa bataille. Et, et le voir abandonner ça, je suis content de ma vanne. Le fait de l'abandonner, tu vois, ça me fait mal au cœur. Alors moi, ce que je voudrais juste te dire, c'est qu'il a réalisé un film pour Apple TV, Finch, qui est un film que j'ai pas vu. C'était Avec Tom Hanks. avec Tom Tom Hanks Hanks. et un robot. Ça, c'était en Ouais. 2021 et c'était donc son projet juste avant House of the Dragon. Et moi, enfin, d'avoir relancé comme ça il n'est pas tout seul. Hein. Il y a un autre showrunner. Martin était présent sur l'écriture de la première, enfin de la pré-production, etc. sur la première saison de House of the Dragon. Mais il a un golden ticket. C'est-à-dire que là, Disney va lui dire bon, bah, nous, on a un petit problème. On peut pas tout te dire parce que c'est confidentiel, mais il y a des Jedi et des Sith. Est-ce que tu voudrais Non, bosser? non, je Il pense y a pas. Marvel, il y a tout, Non, tout, non, il y a non. Netflix. Je Mais pense que il peut tout faire le une pause et monde. revenir. Attends, écoute-moi. Je pense que là, quand tu fais le spin-off de House of the Dragon, que à l'heure actuelle sur IMDb, si tu y vas, c'est la série numéro 1 en série consultée. C'est une série qui est un énorme carton qui grossit toutes les semaines, ce qui sous-entend que la qualité est ressentie. Le gars, il a un ticket d'or. Il peut faire ce qu'il veut. Là, je pense qu'il n'y a pas de projet personnel ou de production financière, ce que vous voulez. Il n'y a rien qui s'arrête devant lui. Ils vont juste lui dire tu prends tel et tel acteur, mais ça c'est règle du métier. Mais je pense vraiment. Et puis en plus, quand tu regardes la qualité de réalisation, c'est exceptionnel. Donc là, franchement, je pense que effectivement, ça peut être une marge d'escalier pour lui pour aller encore plus loin. Mais et donc c'est quoi la raison pour quelqu'un de rester sur House of the Dragon? Si en fait tu te dis sur X mauvais épisodes, ma carrière est foutue, et si je réussis là les quelques épisodes, après c'est ticket d'or. Bah, il a raison à titre humain d'en partir. Ouais, Par mais contre s'il pour se vote nous sur son ticket spectateurs, d'or, c'est vraiment dommage. s'il se vote sur son ticket d'or, et puis je suis désolé, quand tu bâtis un truc comme ça, t'abandonnes pas. Vin Diesel, il abandonne pas Fast and Furious. C'est sa famille, il reste sur le projet. Miguel, je suis désolé, t'abandonnes le projet. On t'en veut beaucoup, bâtard. C'est une référence à, à sa bataille, hein. Attention, hein. Je tiens à le souligner. Je comprends pas là. Dans la vidéo, t'insultes des gens comme ça au hasard. En plus, Non, le mais truc, c'est c'est vrai que j'ai cru que tu allais dire il va Vin beaucoup Diesel, manquer. lui, il est resté. Paul Walker, il fait le mort. Et je me suis dit, gênant la vanne, Kerr. Vraiment gênant cette vanne. Mais tu l'as pas faite, alors bon, c'est pas grave. Kerr, il y a un problème sur ta caméra, t'es devenu, l'image est devenue rouge. Oh, c'est horrible. C'est horrible. T'avais dit plus jamais de blagues sur Paul Walker. Mais c'est Paul Walker, tout sale. Bref, donc du coup, eh bien, j'ai envie de dire comment terminer une vidéo sur une note aussi décente que celle-ci, je ne sais pas. Et du coup, on vous invite à vous abonner à la chaîne si vous aussi vous aimez la décence, laissez un commentaire pour soutenir la chaîne et la bien-pensance. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous, ciao ciao. Oh, c'est pas vrai.